Donc, bonjour, bienvenue dans notre premier cours sur la programmation orientée objet. On regarde aujourd'hui les fondements de la programmation orientée objet. Donc, on va expliquer qu'est-ce que ça implique, comment est-ce qu'on fait ça, comment c'est un nouveau paradigme de programmation. Puis, on va aller regarder la minutie des choses pour aller voir comment on implémente ça. C'est le dernier gros morceau de nouvelle syntaxe qu'on va voir dans le cours. Donc, le principe de la programmation orientée objet, c'est, ça vient en fait de les problématiques qu'on a eues avec la programmation qu'on va dire moderne. Donc, ce qu'on fait en ce moment, ce n'est pas de la programmation orientée objet, on fait ce qu'on appelle de la programmation procédurale. Okay, donc, on a des procédures, on a des fonctions qui s'exécutent de manière semi-séquentielle. Des fois, tu peux avoir des changements de flux avec les structures conditionnelles, les structures de boucle. Mais en gros, on commence, on a des variables qui changent au fur et à mesure du temps, puis à un moment donné, tu arrives à la fin de ton programme, puis tu décides qu'est-ce que tu fais avec cette fin possible-là. Les problématiques, c'est que quand on commençait à travailler sur des problèmes plus complexes, avec plus d'éléments à l'intérieur, plus d'entités qu'il fallait représenter dans nos problèmes, ça faisait en sorte qu'on avait un paquet de fonctions, un paquet de variables, puis on ne savait plus trop où allait quoi, quand, comment, quelle fonction était rattachée à quelle information, puis ça a été problématique. Fait que pour régler ce problème-là, puis pour être capable d'avancer dans le domaine de résolution de problèmes en informatique, il y a un nouveau paradigme de programmation qui a été développé. Puis ce paradigme-là, c'est ce qu'on appelle la programmation orientée objet. Fait que le principe de la programmation orientée objet, ça porte très bien son nom. Donc le principe, c'est à place d'avoir des procédures qu'on exécute de manière séquentielle, le principe de la programmation orientée objet, ça va être de représenter des objets de notre problème. Donc, quand on parle d'objets, ça va être de représenter les différents éléments de mon problème sous deux facettes. Donc, on va vouloir avoir ce qu'on appelle des objets, donc des entités. Mettons, je suis en train de calculer une automobile, OK, puis je veux savoir le nombre de gallons, le nombre de milles par gallon de kilométrage par litre que c'est capable de faire. Ben, le principe, c'est que je vais vouloir représenter des automobiles. Puis, une fois que j'ai le principe d'objet, à cet objet-là, je vais y rattacher deux types d'éléments. Je vais y rattacher des données, des caractéristiques. Okay? Donc, il y a combien de gallons courants, c'est quoi son moteur, tout ce qu'on peut rattacher à des variables. Okay? Donc, en programmation orientée objet, quand on parle de variables, quand on parle de valeurs, quand on parle de caractéristiques, le nom officiel, c'est des propriétés. Donc, les objets vont avoir différentes propriétés avec une valeur qui s'y rattache. Ça va ressembler beaucoup en fait à ce qu'on a vu juste avant l'examen Intro 2 qui parlait des enregistrements. Hein? Donc, dans un enregistrement, on avait un nom de variable. De ce nom de variable-là, on avait plusieurs champs qui avaient des valeurs. C'est un peu le même principe avec les objets où je vais avoir différentes propriétés. Les propriétés vont avoir des noms, puis dans chacun de ces noms-là, je vais avoir une information. Le deuxième élément qui est rattaché avec des objets, ça va être les comportements, okay? Les fonctions qui se rattachent à cet objet-là, ce qu'on appelle dans la programmation orientée objet des méthodes. Donc, on va avoir deux éléments, okay, deux piliers qui travaillent avec la programmation orientée objet. Les propriétés, qui sont les données, les caractéristiques, les valeurs, les choses que je peux mettre un numéro dessus, un nom, une information concrète. Puis les comportements, les fonctions, les méthodes que l'objet va être capable de faire. Donc, notre automobile, elle a comme caractéristique, comme propriété, on a une tank à gaz qui a un temps de montant dedans, il y a un kilométrage, il y a un moteur avec un nombre de cylindres et ainsi de suite. Puis, comme comportement,
hein, on est capable de remplir la tank à gaz, on est capable de peser sur l'accélérateur, on est capable de rouler un certain nombre de kilomètres. Donc, toutes les actions qui peuvent avoir un effet, en fait, sur les propriétés va être ce qu'on appelle les comportements, les méthodes. Fait qu'on a ces deux facettes-là avec la programmation orientée objet. Okay? Donc, on a des objets représentés par des propriétés et des méthodes. Aujourd'hui, on va juste regarder l'un de ces deux-là. On va juste regarder les propriétés. Okay? Puis on va voir comment est-ce qu'on fait pour travailler avec des objets aussi. Okay? Parce que ça aussi, ça va faire partie d'un nouveau concept qu'il va falloir travailler avec. Fait que le principe, quand on travaille en programmation orientée objet, bon, on avait vu hein, la semaine passée, en fait la semaine d'avant, au dernier cours, le principe de structure. Okay? Où c'est que je peux avoir un élément qui était capable de contenir plusieurs informations. Puis, okay. Puis à l'intérieur, on avait les différents champs. Là, la problématique qu'on avait avec cette version-là, c'était que si on changeait les informations à l'intérieur, si on ne faisait pas attention au nom du champ, tout pouvait exploser et il n'y avait rien qui travaillait avec. Fait que quand on va travailler avec les classes, on va avoir le même principe d'avoir un élément qui contient des sous-éléments, mais on va avoir ce qu'on appelle une définition de classe. Donc, le principe d'une classe, okay, ça vient avec la programmation orientée objet. Quand je suis en programmation orientée objet, je ne peux pas directement travailler avec des objets. Il va falloir préalablement faire une classe, puis le principe d'une classe, c'est en fait une description des objets possibles. Okay, fait que le principe de la classe, c'est un peu comme une recette. Okay, de dire, ben, voici ce que je vais être capable de décrire en tant qu'objet. Okay, donc, quand je vais me faire un gâteau, hein, je m'en vais chercher ma recette de gâteau, puis dans ma recette de gâteau, ça me dit que j'ai besoin de tant de sucre, j'ai besoin de tant de choses, j'ai besoin de telle affaire. Donc, la recette elle-même, c'est juste un bout de papier qui va décrire qu'est-ce qui se passe. Puis, à partir de cette recette-là, je vais pouvoir me créer des gâteaux que je vais pouvoir manger, que je vais pouvoir concocter de la manière que je veux, et ainsi de suite. Donc, quand on travaille en programmation orientée objet, ça se fait toujours en... on a deux éléments, hein, les méthodes, les propriétés, ça c'est ce que les objets vont être capables de faire. Mais quand on veut utiliser de la programmation orientée objet, ça va se faire en deux étapes. Puis la première étape, c'est toujours la définition de la classe. Il va falloir décrire qu'est-ce qu'on veut faire. Il va falloir se créer un nouveau fichier qui est un fichier de description de classe. Donc, un fichier de description de classe, c'est différent de tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, parce que dans ce fichier-là, ça va être une description de choses, ça ne sera pas une procédure à faire. Ça ne sera pas quelque chose qu'il faut exécuter dans l'ordre dans lequel je l'ai mis. Okay? Ça va être plus comme une liste d'épicerie. Okay? Ça va être plus comme, voici tout ce que c'est capable de faire, voici tout ce que ça décrit. L'ordre dans lequel c'est pas vraiment important. Il va y avoir une structure quand même, mais ça part pas d'en haut, puis que c'est rendu en bas, c'est fini. Ça va être une description de qu'est-ce qu'on veut avoir. Fait que si on commence, puis on va se créer, juste voir okay, la classe de base. Voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Okay, voir à quoi ça ressemble le contenu de ça. On va mettre ça un petit peu plus petit, puis on va mettre l'autre un petit peu plus grand. Un petit peu plus d'espace. Oh yeah! Fait que, encore une fois, le principe de... puis en fait, ça, je pourrais-tu le mettre juste directement ici? Ah ouais! On a encore plus de place. OK. Donc, le principe d'une définition de classe, okay, ça va être les mêmes fondements conceptuels que d'habitude. Ça commence avec un mot-clé, OK? Puis à la fin, il y a un end qui travaille avec ce mot-clé-là. Ça ne change pas. Le mot-clé pour décrire une nouvelle classe, pour faire un fichier
de définition de classe, un class def, ben c'est le mot-clé class def. Après ça, on lui donne un nom à notre class def, un peu comme le nom d'une fonction. Hein? Donc ici, la convention nous demande que les classes commencent avec une majuscule. Okay? Donc contrairement aux variables, contrairement aux fonctions, les classes, eux, okay, on veut les identifier très clairement, puis ils vont commencer avec une majuscule. C'est une convention, donc on fait tout ça, puis il n'y a pas personne qui se perd en voyant quelque chose avec une majuscule. Et après ça, le principe, c'est qu'on va avoir différents blocs d'informations à l'intérieur de la classe. OK? Donc, on peut voir ici qu'on a un bloc de propriétés qui va décrire les différentes propriétés possibles de mon objet. Ensuite, on va avoir des méthodes. Okay? Donc, des blocs de méthodes. Les blocs de méthodes, en fait, on va le garder pour la semaine prochaine. Fait que pour cette semaine, on va vraiment se concentrer sur le bloc de propriétés. Donc, on peut avoir plusieurs fois le même bloc. Okay? Ça ne dérange pas. L'ordre non plus des blocs d'information, ça ne dérange pas. Okay? Donc, je pourrais avoir mon bloc de méthode, puis ensuite mon bloc de propriété. C'est un fichier descriptif. Okay? Donc, on veut juste décrire des informations à l'intérieur. Fait qu'on a notre bloc de propriété qui est ici. Puis, à l'intérieur du bloc de propriété, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir une liste des différents noms possibles des propriétés que je veux avoir. Fait que ici, si je me fais... Et je refais ma classe étudiant que je viens tout juste de faire en structure. Donc, on va enlever le bloc de méthode pour l'instant. OK, j'ai pas besoin d'en avoir un. On va enlever ici pour l'instant aussi. OK. Puis, nous autres, on avait un nom et un sigle. OK. C'était les deux propriétés qui étaient dans ma structure en ce moment. Ici, je vais faire un petit clear, là. On n'a pas besoin de ça. Puis, avec ça, c'est le minimum requis, okay, pour avoir une définition de classe. Encore une fois, ça tout seul, ça fait rien. Okay? Quand je run ça, là, il ne se passe pas grand-chose avec. Le principe, c'est que c'est une recette. Hein? C'est une description d'une classe, une définition d'une classe. Je n'ai pas encore rien qui l'utilise, cette classe-là. Fait que là, fait que ici, on a propriété, OK, on a ça, on a les méthodes, OK, parfait. Fait que on a créé notre classe. On est capable de utiliser ça dans notre programmation orientée objet. Fait que là, la question, c'est OK, mais si ça, c'est juste la recette, comment je fais pour utiliser la recette? Fait que le principe, on avait dit que la programmation orientée objet, ça se fait en deux étapes. Première étape, on va aller chercher la définition de la classe. Puis la deuxième étape, ça va être de se créer des objets que je vais pouvoir utiliser avec cette classe-là. Donc, on a le principe de constructeur d'objets. Okay? Donc, il va falloir utiliser la recette pour être capable d'avoir une version tangible de ce que je veux utiliser dans mon programme. Fait que le principe de la classe, ça ne marche pas tout seul. Il me faut une deuxième étape, okay, un script qui va venir avec, qui va avoir quand même une partie procédurale qui va me permettre de faire ce qu'on appelle des instances de la classe, okay, des objets de la classe, que eux vont pouvoir avoir des valeurs spécifiques, puis passer au travers de ça, puis de pouvoir les utiliser dans un programme concret. Et comment est-ce que ça fonctionne? Le principe, c'est qu'on va falloir se créer une nouvelle variable. Fait que, mettons, je peux refaire mon etu1. Et je veux utiliser ce qu'on appelle le constructeur de la classe. Le constructeur de la classe, c'est j'utilise ma classe comme si c'était une fonction. OK? Donc, ça va aller chercher ce qu'on appelle le constructeur de la classe, puis ça va créer une nouvelle classe, un nouvel objet de la classe avec les bonnes propriétés. Fait que je peux voir ici que c'est un étudiant, puis j'ai un nom et un sigle qui vient avec.
Fait que le principe, à partir de là, c'est en fait la même syntaxe qu'avec les enregistrements. Fait que si je vais aller changer le nom de Etu1 ou si je vais aller changer le tigle de Etu1, mon étudiant 1, je peux utiliser le point, puis je peux aller changer le nom, puis je peux aller changer le sigle. Puis qu'est-ce qui est intéressant, puisque j'ai une définition très concrète de qu'est-ce que j'ai le droit de mettre dans cette classe-là. Si je vais chercher quelque chose qui ne fonctionne pas, quelque chose qui est impossible, ben ça va me dire hey, la propriété blabla n'existe pas dans la classe étudiant, tu n'as pas le droit de faire ça. Donc ça va m'éviter de faire des erreurs de frappe, des erreurs faciles à faire quand on est des pauvres êtres humains qui utilisent un clavier pour entrer du texte. Donc c'est le genre de choses que les classes nous permettent d'avoir en ça comme meilleur que juste des enregistrements. Les enregistrements, comme j'ai dit, on n'en utilisera jamais directement. Hein, c'est juste pour voir le principe de dans un élément, je peux avoir des sous-éléments qui sont catégorisés avec un nom. Et pour chacun de ces sous-éléments-là catégorisés avec un nom, j'ai une valeur qui vient se rattacher avec. Donc on avait comme déjà cette prémisse-là, puis là, on vient de l'attacher à juste un nouveau concept qui est le principe de classe. Fait qu'à partir de là, je peux me créer plusieurs objets, hein, plusieurs instances de la classe. Fait ici, on va y aller avec étudiant aussi. Et à partir de là, on a Bob. Fait un autre cours. Fait ici, qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est que quand on a des objets, hein, puis on a différents objets. Fait qu'on peut voir ici, en fait, hein, puis quand on parle d'objets, ça va être une classe okay, qui va être au même niveau qu'un type. Hein, donc, une classe, un des synonymes qu'on peut utiliser, là, c'est un type défini. Donc, le principe, c'est que c'est pas un double, c'est pas un char, c'est pas un logical, c'est un étudiant qui est représenté par deux propriétés à l'intérieur. Fait que le principe, c'est que j'ai maintenant deux étudiants qui ont les mêmes propriétés, mais qui ont des valeurs différentes. Hein, fait que le principe de la description de la classe, de la définition de la classe, c'est de dire voici les genres de valeurs que je peux emmagasiner, puis chacun des objets vont avoir des valeurs distinctes. Hein, donc chaque objet peut avoir sa propre valeur qui n'a pas d'incidence sur les autres objets. Hein, je peux avoir un char qui est rouge, puis un char qui est bleu, les deux c'est des chars, puis les deux ont une couleur, mais c'est pas nécessairement la même couleur. Parfait. Donc, on a le principe de classe. OK? Donc, première étape, quand on veut faire de la programmation orientée objet, il faut se décrire une classe. À l'intérieur de la classe, on a la classe def, OK? Qui va être englobant de tout ce qui est décrit à l'intérieur. Le nom de la classe commence par une majuscule. Ensuite, on peut avoir plusieurs différents blocs d'informations. On a deux types de blocs d'informations, des propriétés, puis des méthodes. Pour l'instant, les méthodes, on se laisse ça pour nous du futur. Une fois qu'on a la classe de fait, on est capable de faire des instances de la classe pour être capable de l'utiliser. Habituellement, pour être capable de faire ça dans un script ou dans un élément procédural quelconque. Comment est-ce que je fais pour utiliser le constructeur de la classe pour être capable de me créer des objets? J'utilise le nom de la classe comme si c'était une fonction. Donc, j'assigne le retour de ça à une variable, puis cette variable-là va devenir un objet de la classe que j'ai décrite. Donc, cet objet-là va avoir les différentes propriétés, okay, les différentes informations qui viennent avec, puis de cet
objet-là, de cette variable-là, qui est un objet de ma classe, je suis capable d'aller modifier les différentes propriétés en utilisant le point pour être capable d'aller chercher la bonne propriété puis d'être capable de la modifier comme que je veux. Je ne peux pas rajouter des propriétés sans modifier la classe. Donc, le principe de la classe, vraiment que c'est une définition, c'est quelque chose de statique qui ne change pas. À l'intérieur de la classe, hein, je peux rajouter des choses. Ici, point extrêmement important, quand on travaille avec des classes, okay? Quand on travaille avec des classes, le fait que je change la classe fait en sorte que les variables que j'ai créées en ce moment ne sont plus en accordance avec qu'est-ce que j'ai écrit dans la classe ici. Fait qu'il va falloir, ça va être très 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 important que quand on travaille avec des classes, dès que je change le contenu de la classe, que je fasse un clear, okay, de toutes mes variables. Parce que ces anciennes variables-là, ils vont causer des problèmes parce qu'ils ne sont pas exactement avec les mêmes définitions à l'intérieur, puis ça casse okay, comment MATLAB travaille. Fait que, à ce point-là, si j'en fais un nouveau, je peux voir que j'ai les éléments. Puis, ici, qu'est-ce qui est important de comprendre, c'est que chacun des éléments est complètement versatile. Là. Okay? Donc, je peux avoir des... ici, on va mettre le nom. OK. On va mettre, admettons, genre un code permanent, OK, une valeur numérique. Dans les notes, je pourrais mettre un tableau. OK. Et dans le sigle, OK, donc je peux vraiment mettre n'importe quelle information qu'on a déjà vue. OK, donc que ce soit directement des qu'est-ce qu'on avait mis dans des variables ou ça peut être n'importe quelle collection qu'on a vue. Donc le tableau, on va voir qu'on peut même mettre des objets à l'intérieur de d'autres propriétés. Donc on va avoir une imbrication d'objets. Donc je pourrais, mettons, me faire une classe qui serait une classe d'école, là, tu sais. La classe dans le sens de programmation et d'objets, mais une classe d'école. Puis à l'intérieur de la classe d'école, ben, je pourrais avoir une liste d'objets qui seraient tous des étudiants. Puis je pourrais commencer à travailler avec. Ça, c'est plus des choses qu'on va voir la semaine prochaine. Aujourd'hui, l'autre partie que je veux regarder avec vous, ça va être tout ce qu'on peut faire autour des propriétés. Donc pour CD, je me suis fait une classe ici de D qui va me permettre de regarder une information. Donc, on peut avoir, quand on travaille avec les classes, des valeurs par défaut. Donc, on est capable, quand je crée mon élément, d'avoir une valeur par défaut. Donc, ici, j'ai marqué Properties. OK, j'ai mon nombre de faces. Puis, qu'est-ce qui arrive quand je crée? Oups, je ne vais pas faire ça. Je vais me créer un D. Excellent. Donc, on peut voir ici que le nombre de faces, OK, est automatiquement seté. Je peux quand même le modifier là, à ce point-là. Là. OK, donc je peux dire D1.nface. OK, je peux changer ça à 10. Puis ça marche quand même. Mais le principe, c'est que tu as une valeur par défaut qui va être automatiquement assignée à la création de ton objet. OK. Fait que ça, c'est la première chose que je veux regarder avec vous de plus. La deuxième chose, ça va être le principe de propriété privée. Donc, le principe de propriété privée, c'est quelque chose qui va faire beaucoup plus de sens au prochain cours, mais on va regarder tout de suite le principe d'ajout d'attributs à nos blocs possibles.
Donc, on avait dit qu'on peut avoir plusieurs blocs, hein, les blocs de propriété, les blocs de méthode, mais on peut avoir plusieurs blocs du même type. Fait que je peux avoir un deuxième bloc de propriété, ok, sans problème dans mon élément. Si on peut dire le nombre de lancers, mettons. OK. Puis à partir de là, on n'oublie pas, on vient de modifier quelque chose, on fait un clear. Puis, OK, lui, il les combine ensemble pour nous créer l'objet final. Pourquoi est-ce que je peux mettre plusieurs fois le même type de bloc à l'intérieur de ma définition de classe? C'est parce que je vais pouvoir rajouter des options à ces blocs-là. Donc, nous, ce qu'on va regarder pour aujourd'hui, c'est le principe d'accès. Donc, le principe d'accès me permet de décider si l'accès est privé ou public. Donc, par défaut, c'est public. OK, donc, si je change ça à public, enfin, clear. Ça ne change rien dans qu'est-ce que j'ai fait. OK, le nombre de lancers est là. Rien de différent. On peut même le mettre à 0 par défaut. Hein. Comme ça ici. Donc, on a un nombre de lancers qui est public. Mais le principe, c'est qu'on peut le changer à quelque chose d'autre. On peut mettre ça private. Puis, qu'est-ce que ça implique private? Ben, ça va impliquer que je n'ai plus directement accès à la propriété. Donc, le principe, c'est, comme j'ai dit, en ce moment, c'est normal que ça fasse peu de sens. Parce que là, ce qui arrive, c'est qu'on dirait que j'ai juste plus accès. Hein, si j'essaie de faire des 1.nb lancé pour aller chercher son contenu, okay, ça dit qu'il n'y a pas de propriété publique nombre de lancers. En ce moment, il y a juste une propriété privée. Donc, on a caché l'utilisation de nombre de lancers de mon dé derrière ce qu'on appelle un accesseur privé. Puis, pour l'instant, on dirait que c'est juste caché. On va voir la semaine prochaine, quand on va commencer à travailler avec les méthodes, que cet élément-là va devenir important, puis on va être capable d'y accéder autrement. Mais le principe ici, c'est de voir cette semaine juste le début des attributs des propriétés. Fait que si on s'en va voir sur le site. On va voir ici okay, que quand on déclare les différents blocs de propriétés, on peut lui donner différents attributs. Okay, on pourrait même en avoir une liste. Puis ça nous permet de rajouter des fonctionnalités. Okay, puis on peut voir ici qu'on a un différents types de attributs. Okay? Donc on peut voir ici qu'on a le access, que par défaut c'est public. Puis on peut l'avoir en public, on peut l'avoir en protected, on peut l'avoir en private. Donc nous, on va juste regarder le public puis le private, mais le principe, c'est qu'on peut gérer l'accès de ces éléments-là. On va voir aussi qu'on a le get access puis le set access qui vont être disponibles. Donc pour ces deux-là, on va y revenir dans un petit instant. Puis, on a aussi la possibilité d'avoir quelque chose de constant. Donc, une constante, hein, comme qui ne change jamais. Donc, par défaut, c'est à false, mais si tu le mets à true, ben, ça va faire en sorte que les propriétés que tu mets à l'intérieur, tu leur mets des valeurs, puis tu ne peux plus les modifier. OK? Fait que si, admettons, on regarde avec notre dé, puis on dit, ben, le nombre de faces, OK, moi, je veux que ce soit un dé toujours à 6 faces. Fait que ce que je peux faire ici, c'est... Les résultats sont là. Oups. Oh. Un petit NDC. Et celui-là.
va devenir une constante. Fait que, on va faire un petit clear. OK. Ici, on va même mettre un CLC. Quand je crée mon dé, j'ai mon nombre de faces qui est disponible. Mais si j'essaie de le modifier, ça va me dire non, 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 tu n'as pas le droit, hein? Tu n'as pas dit le mot magique. Fait que, il est read only. OK, donc j'ai pas le droit de modifier le contenu de ça. Il est déjà reconnu, mais je peux aller chercher. Et si je vais chercher le contenu de nface, OK, j'ai la valeur, je peux l'utiliser dans n'importe quel autre élément. Fait que le principe justement d'être capable de modifier quelque chose ou d'être capable de le lire, ça va être ce principe-là qu'on peut avoir de manière granulaire. Hein? Donc, le access, ça bloque tous les accès, que ce soit en lecture ou en écriture. Si on veut avoir un petit peu plus de flexibilité que ça, on va avoir le get access qui va gérer l'accès à la lecture. Hein? Je veux aller chercher l'information, un get. Donc, ça me permet de changer l'accès à l'information. Puis, on a le set access qui va être, est-ce que j'ai le droit de modifier cette information-là? Donc, encore une fois, ça va faire beaucoup plus de sens, ces différents attributs-là, quand on va regarder ça avec le contexte des méthodes. Mais aujourd'hui, on regarde juste qu'on peut rajouter des attributs possibles. On a aussi... C'est pas ce que je cherche. La possibilité de fournir des informations de validation dans ma classe. Donc, on a ici hein, le nombre de faces, on a ici le résultat, on a ici le nombre de lancers. Même principe pour l'étudiant. Ben, on peut, quand on travaille avec la classe, aller donner des informations. OK? Fait que, on a dit que ça peut être n'importe quelle collection, ça peut être des tableaux. Ben, je peux spécifier la dimension qui est acceptée. OK? Donc, que ce soit une valeur ou un tableau d'une taille quelconque, on va pouvoir spécifier la classe. OK? Fait que quand on parle de classe ici, on parle du type. Fait que soit que ce soit un autre objet, que ce soit un double, que ce soit un logical, et ainsi de suite. Donc, on a ici différentes possibilités. OK? Donc, admettons ici les notes. Là. Admettons que j'ai 5 notes. Admettons que c'est ma note finale. OK? Fait que je veux avoir juste une valeur qui est une valeur numérique. Fait que je peux dire ici, c'est un 1 par 1. Et je veux que ça soit un double. OK? Donc, à partir de là, on fait un clear. Donc, je peux voir ici, déjà là, il a mis ça à 0 parce que c'est comme, il faut que ce soit un double. Fait que, à partir de là, si je change ça à des choses qui est correct, il n'y a pas de problème. Mais si j'essaye, OK, à le mettre à quelque chose qui n'a pas d'allure, ah oui, là, ça. Hop. OK. Il va me dire la valeur doit être un scalaire. Même principe, si, admettons qu'on essaie de faire des choses loufoques. Puis j'essaie de mettre dans mon étudiant, dans sa note, le D1. Ça va me dire, hey, je suis pas capable de prendre la classe étudiante puis de le mettre en double. Là. OK? Je suis pas capable. C'est supposé être un double. Qu'est-ce que tu as fait? Je peux aussi spécifier que j'ai besoin d'avoir un tableau d'une taille inconnue. OK? Fait que le principe ici, c'est, je peux dire, j'ai un tableau de une ligne, hein, parce que ça va être une chaîne de caractères, mais je ne sais pas combien de colonnes. OK?
Fait que on sauvegarde ça. On vient de changer la classe, fait qu'on fait un clear. On recrée notre étudiant. Puis à partir de là, je peux changer le étudiant pour dire son nom, c'est Hugo. Puis ça va être à l'intérieur considéré comme étant la bonne information. Donc, on a la possibilité d'avoir la taille, la classe, puis en fait, on a aussi la possibilité d'avoir différentes fonctions de validation. Un peu dans le même principe qu'on avait pour le Validate Attribute. Fait que dans les fonctions de validation, on en a une panoplie, mais ce n'est pas des choses que nous, on va regarder beaucoup, là, mais on a une panoplie de différentes fonctions, OK, qui regarde est-ce que ça doit être positif, ça doit être fini, donc pas infini, ça peut être non zéro, ça peut être plus grand que, plus petit que, et ainsi de suite. OK, donc un paquet de possibilités pour faire de la validation directement à l'intérieur de nos paramètres. Fait que ça me permet de créer des descriptions d'objets qui vont être très, très, très précises, hein, qui vont être très limitées avec ce qu'on est capable de faire, puis de faire toute la validation de manière automatique. Hein, parce que nous, on avait tout ça de manière manuelle. Hein, on créait nos fonctions de validation, il fallait les appeler à chaque fois qu'on avait un paramètre d'entrée. Mais là, le principe, c'est que la propriété a déjà toute l'information pour savoir c'est quoi les validations requises, puis ça va juste être fait automatiquement à chaque fois que je vais interagir avec cette propriété-là. Fait que ça va me permettre de plus facilement être capable de décrire, okay, des éléments de mon problème. Puis la semaine prochaine, on va regarder comment est-ce qu'on va pouvoir utiliser ces éléments-là avec des fonctions qui sont rattachées à ces objets-là, qui s'appellent des méthodes. Fait que ça fait le tour de qu'est-ce qu'on s'attend, qu'est-ce qu'on veut voir cette semaine dans le bloc de matière. On va aller regarder le début de notre travail pratique pour regarder c'est quoi la prémisse qu'on veut utiliser. Donc ici, on a notre troisième travail pratique avec notre énoncé. Donc la prémisse du troisième travail pratique, ça va être ce qu'on appelle un chiffrement de César. Okay? Donc, ou aussi appelé un chiffrement par décalage. Donc, le principe, c'est que Jules César, durant son nom, en tout cas, si on dit voyons, les affaires fausses qui sont de l'histoire, je me souviens plus, on a une manière d'encrypter notre message. Fait que je vais envoyer un message à quelqu'un, mais je veux pas que s'il se fasse intercepter, que la personne qui intercepte soit capable de lire le message. Fait que qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va transférer les informations pour dire, OK, ben, on se donne une clé de chiffrement, une distance de chiffrement. Puis à partir de là, on va être capable de dire, ben, pour chaque lettre, ce que je vais faire, c'est que je vais le décaler de ce nombre-là. Puis je vais écrire cette lettre-là à la place. Et quand va venir le temps de revenir en arrière, j'ai juste à faire le décalage inverse, puis ça va me donner mon message initial. Fait que ici, on donne un exemple avec un décalage de 3. Okay? Fait que le principe, c'est que, mettons que je voudrais écrire B, ben, le principe, c'est que je le décale de 3, puis ça me donne, okay, la valeur E. Fait que quand je vais vouloir écrire mon message, si je voulais écrire un B, je vais écrire E à la place. Si je voulais écrire F, je vais écrire I à la place. Puis, ce principe-là, ça veut dire que tu peux encoder un message, puis tu vas pouvoir décoder le message à l'inverse en disant, ben, je vais prendre la valeur, puis je vais la faire revenir en arrière, puis ça va me donner mon message initial. Fait que ça ici, c'est le principe fondamental du travail pratique. Nous, ce qu'on vous demande, c'est d'être capable de le faire avec des classes. Donc, le principe, c'est on a un premier
module utilitaire. Fait que ça ici, ça va être un module avec des fonctions. Ça veut dire que vous pouvez directement commencer à le faire dès cette semaine. Ça ne demande pas de connaissance de classe. Ça va être des fonctions, comme ça le dit, utilitaires, qui vont nous permettre de facilement accélérer le développement de notre programme principal. Fait que on a ici convertir de binaire en entier et ainsi de suite parce qu'on va vouloir aller sauvegarder ces informations-là dans des fichiers externes qui vont possiblement être en binaire. Fait que le principe, c'est on a le module utilitaire qu'on peut faire dès cette semaine. Puis à partir de là, on va avoir les différentes classes qui va avoir une liste de propriétés, qu'on a vu cette semaine, puis une liste de méthodes que nous allons voir la semaine prochaine. Fait que le principe, c'est que quand vous êtes rendu aux classes, il faut avoir le cours de la semaine prochaine pour être capable de faire ça. Mais vous pouvez commencer immédiatement avec le module utilitaire, les modules de test, puis le module de constante pour commencer. Fait que, à partir de là, on va avoir différentes classes qui vont représenter un fichier, qui va représenter un bloc d'information principale, puis un classe de décalage et de dictionnaire. Puis après ça, avec ces différentes classes-là, on va avoir le programme principal qui va être capable de chiffrer une série d'informations, les enregistrer quelque part, puis d'être capable de les faire revenir comme on le veut. Fait que ça va nous permettre de travailler avec les classes en continuant avec ce que nous on connaît, avec des modules, avec des fonctions et ainsi de suite. Mais c'est pas mal qu'est-ce qu'on a pour cette semaine. Pour aujourd'hui, on a une série d'exercices. Donc, je vous conseille forcément de faire la série d'exercices parce que les classes puis les objets, c'est quelque chose qui est quand même assez dur à avaler. Il faut comprendre ici que nous, ce qu'on fait, c'est vraiment le survol de programmation orientée objet. Si, admettons, je vous donne un exemple pour bien comprendre la lourdeur de ce que je viens de dire, qu'on est en surface. Là. Habituellement, quand tu es en informatique, quand tu t'en vas en sciences de l'informatique, en computer science, la programmation orientée objet, c'est 2 cours. Puis quand je dis cours, je dis pas séance de 3 heures. Là. Je dis que habituellement, tu as un premier cours de programmation, puis après ça, tu as 2 autres cours complets qui font juste parler de programmation orientée objet. Ça veut dire c'est 2 cours de 45 heures. Nous autres, on va faire ça pendant 6 heures. Fait que on voit vraiment juste le dessus, OK, sans vraiment aller dans les détails de la chose. Fait que à la fin du cours, vous allez être des programmeurs, c'est vrai. Mais si vous parlez à vos gentils compatriotes de Génie Logiciel ou Génie TI, il va pas dire genre ouais, la programmation orientée objet, j'ai fait ça, c'était facile, il n'y a pas de problème. Et on n'a pas vu ici l'exhaustivité de la chose, mais on va se débrouiller avec. Fait que ça fait le tour de notre partie magistrale de la semaine. Comme d'habitude, je vais ouvrir les différentes salles de dérivation. Donc, comme je vous dis, vous pouvez commencer la série d'exercices, ou sinon, vous pouvez vous regrouper, comme d'habitude, en équipe pour commencer le 3e travail pratique. Comme je l'ai dit, toute la partie avec le module utilitaire peut immédiatement être commencée pour être capable d'arriver la semaine prochaine puis de pouvoir commencer immédiatement la partie des classes dès qu'on a l'information pour.